Bonjour à tous. Pour ceux qui étaient là ici hier, qui nous ont déjà vu présenter nos projets de maîtrise respectifs, aujourd'hui, c'est vraiment un tout autre titre. Dans le fond, c'est le titre d'assistante de recherche de la chercheure Poisson à l'UQAM qu'on va présenter aujourd'hui. Et je tiens à mentionner, avant de commencer, que Laurie et moi-même avons, dans cette recherche-là, davantage participé peut-être à la collecte de données, mais qu'on connaît un peu moins bien peut-être les parties d'analyse et du cadre théorique, mais on va essayer tout de même de vous le rendre comme cela. Donc, la recherche d'aujourd'hui porte sur les corrélats cérébraux de l'autorégulation cognitive dans le TDAH, ou trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et je commence par une brève introduction sur le TDAH. Qu'est-ce que c'est? C'est un trouble développemental qui peut soit être au niveau de l'inattention, peut être soit au niveau de l'hyperactivité ou un trouble combiné. C'est un trouble très fréquent, donc chez de 3 à 9 % de la population, et encore plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Et il y a différentes causes derrière le trouble déficitaire de l'attention, notamment des causes au niveau cérébral et peut-être encore plus au niveau neurochimique, des neurotransmetteurs, qui pourraient peut-être être dus à la génétique ou l'irritabilité ou d'autres facteurs environnementaux. Donc, c'est vraiment une très brève description du trouble. Mais Laurie va vous en dire davantage à ce sujet. Je te remercie. Donc, à la base, les chercheurs de cette étude-là ont commencé par considérer le modèle de Barclay, qui en fait sous-tend que le TDAH, le problème finalement du TDAH serait causé par un problème lié à l'inhibition centrale et finalement un manque d'inhibition, inhibition comportementale, donc un manque d'inhibition comportementale qui aurait certains impacts sur les fonctions exécutives et finalement ces retombées-là des fonctions exécutives auraient des impacts à nouveau sur la mémoire de travail verbale, le contrôle moteur, l'autorégulation des affects et les processus de reconstitution. Donc ici, on a mis un tableau, c'est seulement pour vous donner des exemples. Par exemple, un dysfonctionnement au niveau de la mémoire de travail non verbale peut avoir des conséquences pour les élèves ou pour les gens qui ont un TDAH, qui auront par exemple un sens du temps diminué, une inhabilité à garder à l'esprit certains événements. Et si on veut rattacher ça à une problématique plus éducative, les élèves qui ont un TDAH, ça aura peut-être quelques cloches, oublieront plus fréquemment leurs choses, auront tendance à remettre leurs devoirs en retard. Au niveau ce qui est du langage, l'internalisation du langage, on donne l'exemple d'un élève qui parle trop, qui a du mal à se donner des instructions de façon silencieuse, qui va toujours parler à voix haute. Donc, ici, finalement, c'est un exemple de conséquences, mais qui découle finalement d'un manque d'inhibition comportementale qui a des impacts sur les fonctions exécutives. Au niveau cérébral, on note certaines régions d'intérêt par rapport au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, notamment au niveau du cortex préfrontal. On sait que les régions préfrontales seraient impliquées dans les fonctions exécutives, donc les processus que j'ai nommés précédemment. Et chez les élèves ou les gens qui ont un TDAH, il y aurait une hypofrontalité, donc une activation moins grande des régions préfrontales par rapport à des sujets de contrôle lorsqu'on leur demande, par exemple, de faire une tâche d'inhibition, qui implique d'être capable d'inhiber. En plus du cortex préfrontal, il y aurait également le cortex cingulaire antérieur, qui est une région directement liée à l'inhibition, à l'attention, la sélection, la détection de conflits. Et même chose que pour le cortex préfrontal, chez les élèves qui ont un TDAH, cette région-là serait sous-activée par rapport à des élèves contrôle. Donc, maintenant, je vais continuer avec l'étude en cours qui est sous presse pour le moment. À partir de ces considérations théoriques-là, il y a une recherche qui a été élaborée, une recherche dans laquelle on proposait une tâche
d'anticipation ou autorégulation cognitive. C'est la meilleure traduction pour le forethought. Et selon les hypothèses tout à l'heure au niveau de l'hypofrontalité chez les TDAH, on s'attend à ce que lors d'une telle tâche, les enfants qui sont TDAH aient les régions préfrontales, frontales moins activées. Et c'est donc ce qui a été vérifié à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique. Alors, les sujets de cette étude-là, c'était 23 élèves ayant un TDAH et 21 contrôles, qui étaient à peu près tous équivalents au niveau du sexe, de leur âge et de leur QI moyen. Par contre, il y avait des différences significatives au niveau de tests psychologiques qu'ils ont passés, notamment au niveau des mesures d'attention, d'hyperactivité, d'inattention, etc. Et de la mémoire de travail, ça, j'oublie. Et maintenant, la tâche en tant que telle qu'ils ont fait dans le scan, eh bien, on leur présentait, dans le fond, une image suivie d'un vide où ils devaient fixer l'écran, et puis finalement une deuxième image, et ils devaient répondre à la question, ces deux images-là, mises ensemble, formaient-elles une histoire cohérente ou bien incohérente? Donc, on peut regarder ici un exemple d'histoire cohérente où la jeune fille prend le lait, puis se le verse dans les céréales. À ce moment-là, il aurait fallu appuyer après sur la manette, dans le fond, dans le scan, que c'était cohérent. Et puis, une histoire incohérente, prend le lait, puis finalement, elle verse un bol d'eau dans les fleurs. Ici, donc, c'était un exemple d'histoire incohérente. Il y a eu des données comportementales qui ont été prises lors de cette tâche-là, notamment au niveau du temps de réaction devant les stimuli. Et ici, je vais m'attarder au temps de réaction lors des bonnes réponses. Donc, lorsque les élèves parvenaient à répondre correctement dans le scan. Et on peut remarquer que chez les TDAH, ils mettent plus de temps à répondre correctement que les contrôles, ce qui suggère qu'il y a peut-être un processus supplémentaire qu'ils ont à effectuer. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laurie pour les résultats au niveau cérébral. OK. Ben, au niveau cérébral, c'est assez simple en fait. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs les résultats juste ici. Les régions en rouge sont les régions qui sont plus activées chez les sujets contrôle par rapport aux sujets TDAH. Et les régions en vert sont, donc il y en a une en fait qui est plus activée chez les sujets TDAH par rapport aux sujets contrôle. Donc, chez les sujets contrôle, on remarque qu'ils activent davantage des régions liées au cortex préfrontal et frontal, notamment le gyrus frontal supérieur, le droit et gauche, donc les activations sont bilatérales, et également le gyrus supramarginal. Donc ça va un petit peu dans le sens des considérations théoriques qu'on avait dit tantôt. Les sujets contrôle vont activer davantage des régions préfrontales, tandis que les élèves ou participants TDAH vont avoir une hypofrontalité. Au niveau des sujets TDAH, ce qui ressort de cette recherche-là et qui est quelque chose d'assez nouveau finalement, c'est que les élèves TDAH vont avoir tendance, lors de cette tâche d'autorégulation-là, à activer davantage une région qu'on appelle le vermis du cervelet par rapport aux élèves contrôle. Finalement, l'hypothèse que les chercheurs posent, parce que d'autres interprétations sont à faire, mais c'est que finalement, le vermis du cervelet aurait un rôle compensatoire. Donc, comme ils activent trop peu les régions frontales, le vermis du cervelet joue un rôle compensatoire en s'activant davantage chez les élèves TDAH par rapport au sujet contrôle. Donc, si je poursuis, en conclusion, ce qu'on retire de cette recherche-là qui porte finalement sur une tâche d'anticipation et d'autorégulation, c'est que les adolescents, donc les sujets de la recherche qui avaient un TDAH, étaient plus lents généralement que les sujets contrôle pour faire la tâche d'anticipation. Et également, au niveau cérébral, qu'il y avait différents patrons, donc une différence significative d'activation dans certaines régions cérébrales. Pour les sujets contrôle, plus grande activation bilatérale dans le cortex préfrontal. Et
pour le TDAH, une plus grande activation au niveau du vernis du cervelet. Donc, ce que les chercheurs de cette recherche-là formulent comme hypothèse, finalement, c'est donc, comme je l'ai dit, le rôle compensatoire du vernis du cervelet, mais également que finalement, la capacité de s'autoréguler serait une fonction exécutive qui pourrait également être un bon indicateur du TDAH chez les enfants milieu scolaire. Pour l'instant.